Live. Hey, bonjour tout le monde. Mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Steve Forget, qui est un investisseur immobilier en série. Steve, je pense que j'avais lu que tu as 88 portes ou quelque chose comme ça. 98. 98, c'est encore mieux. Donc, Steve est un investisseur immobilier en série, mais il est aussi un auteur du blog Jeune investisseur immobilier où il parle de sa passion pour l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler, bien entendu, d'investissement immobilier, mais aussi de c'est quoi l'impact de la crise actuelle sur l'immobilier. Ma première question, Steve, peux-tu, tu sais, je t'ai présenté brièvement sur le nombre de portes que tu as, mais peux-tu me parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Dis-nous quelques mots sur toi. J'ai un parcours assez bizarre et pas atypique, mais je suis pas linéaire, donc je suis agronome à la base de formation. Okay. J'ai fait ça quelques années. J'ai fait une maîtrise en gestion de projet à l'UQAM et j'ai commencé dans le cadre de cette maîtrise-là dans un cours d'analyse financière. Fallait analyser un vrai projet d'entreprise et on avait analysé avec une de mes collègues, Cindy, un triplex que ses parents construisaient un nouveau triplex puis ils se demandaient est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le garde et tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça, mettons, en 2003-2004. Et la première transaction que j'ai faite, ça a été en 2009 pour un premier quadruplex à Montréal. Puis après ça, bon, ça s'est enchaîné, là. J'avais lu sur ton blog que ton père était dans l'immobilier ou c'était quelque chose qui venait de la famille ou un peu, mais pas beaucoup. Mes parents avaient eu une maison locative, puis ils avaient racheté un ancien marché aux puces qui avait converti en mini-entrepôt, là. Est-ce que tu as eu la piqûre de là ou ça par rapport? Hein? Pas du tout. À l'époque, j'étais adolescent et il fallait que je m'en occupe beaucoup parce que mes parents travaillaient beaucoup, mais non, j'ai pas eu la piqûre là. On avait eu plein de mauvaises expériences avec des locataires qui avaient tout détruit à l'époque, là. Puis, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent, mais il faut que tu te souviennes du montant précis. Écoute, j'avais 11 ou 12 ans. J'avais accumulé à peu près 800 ou 900 $. Ma mère avait rajouté le reste pour monter à 1000 et on était allé avec ma mère à la caisse populaire de Notre-Dame-de-Lourdes dans la Naudière, puis on avait placé mon 1000 $. Écoute, pendant 5 ans à intérêt composé à 11 ou 12 % là. Ah, mais ça, c'était l'époque, c'était les années 80, là. Début des années 90 ou fin des années 80, là. Ouais. Fait que dans le fond, c'était des CPG ou juste dans un compte d'épargne? J'ai aucune idée. Je me rappelle pas du tout. C'est quand même bien. 1000 $ à cet âge-là, c'est quand même... Je me rappelle, en 5 ans, j'avais fait 600 ou 700 $ d'intérêt, là. C'était quand même bien, là. Cool. Puis, c'était quoi ton revenu l'année dernière? Personnel? J'ai compté ça tantôt. L'année dernière, c'est une bonne année. J'ai fait 110 000. Cool. Plus avec différentes sources, là, différentes sources de revenus, là. Fait incluant l'immobilier puis ton salaire. Non. L'immobilier, tu laisses ça dans des compagnies, dans le fond. Oui, j'ai pas compté la partie immobilière là-dedans. Là. J'ai vraiment compté mes revenus de consultant en gestion de projet. On est famille d'accueil. J'ai fait des mandats l'année passée chez Hydro-Québec. Et mes revenus de blog également. OK, cool. Puis c'est quoi ton actif net? Mon Dieu, ça doit tourner autour de 1,7. OK. 1,7 million à peu près. Cool. Écoute, c'est quand même tu dois avoir la valeur de ton parc immobilier, ça doit être beaucoup plus gros, là. On est autour de 8 millions. OK. Cool. En actif. Puis, c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir? Être patient en immobilier. Cool. Écoute, être patient, je pense que c'est ce que Warren Buffett dit tout le temps, que l'investissement, ça récompense les patients au malheur des impatients. Fait que, écoute, puis d'ailleurs, je tiens à souligner, puis j'ai plein de questions pour toi, mais je tiens à souligner, tu es le premier à avoir répondu précisément à mes questions sur l'actif net puis les revenus. La plupart des gens donnent des fourchettes, c'est correct. Mais félicitations. Ben, j'en parle sur mon blog, donc sur mon blog, là, je suis toujours très transparent. J'essaie de donner la réalité, donc c'est pas la première fois que j'en parle, là. Écoute, je vais commencer par une question. Tu sais, j'ai dans le groupe privé planifier, budgéter et investir sur Facebook, j'ai dit aux gens que j'allais t'interviewer et on m'a soumis un paquet de questions. Il y en a une qui me semblait une question facile et la personne disait dans le fond, est-ce que je devrais c'est quoi les avantages pour moi de prendre une assurance SCHL
quand j'achète un bien immobilier, ma réponse était dans le fond, t'assures le prêteur. Fait que si t'es capable de t'en passer, il n'y a pas vraiment d'avantage de payer une assurance qui te protège pas toi et qui protège la banque. Et là, toi, t'avais dit, ça peut être utile dans certains cas. Et la réalité, c'est que l'investissement immobilier direct, c'est pas quelque chose que je connais, mais je suis vraiment curieux de savoir la réponse, dans quelle mesure ça peut être utile d'utiliser la SCHL, à part si on n'est pas... Je comprends que les gens qui ont pas le 20% de mise de fonds, c'est intéressant, mais pour les autres, pour quelqu'un qui aurait l'argent, le 20%, pourquoi il utiliserait la SCHL? Et là, je vais parler dans un cas d'investissement immobilier. Je parle pas de quelqu'un qui s'achète un condo ou une maison, mais quelqu'un qui s'achète des plex ou des immeubles locatifs, multilogements, là, 6 et plus. Écoute, avec ton même argent, si tu y vas avec la SCHL, tu mets moins de mise de fonds. Donc, tu peux, mettons quelqu'un qui a de l'argent, là, quelques centaines de milliers de dollars, tu peux peut-être acheter 2 immeubles au lieu d'un seul. En analyse financière, moins tu mets de ton propre argent, plus ton rendement est élevé. Ça vient avec une contrebalance que ton cash flow est plus bas, mais au bout du compte, tu fais plus d'argent. Ton taux d'intérêt avec la SCHL est un peu plus bas parce que la banque a moins de risques. Donc, ça donc, il y a quand même là, ça vaut pas toujours la peine. Nous, on le fait dans certains cas où on achète en conventionnel, par exemple, on met la mise de fonds normale là, pour acheter un sixplex qui est pas optimisé. Ça veut dire que les revenus sont pas assez élevés, il y a trop de dépenses. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on essaie d'augmenter les revenus, diminuer les dépenses. Et une fois qu'on est complètement optimisé, on va retourner en financement avec une assurance SCHL pour retirer le maximum d'argent de la propriété et en acheter une autre. Et avec la SCHL, on est capable de mettre un 6plex, 8plex, 12plex. On est capable de le mettre sur 30 ans. Donc, ça vient donner un cash flow qui est un peu plus élevé. Et ça respecte tous les critères là, techniques de la banque, là, comme les ratios. Mais il faut pas l'habiter, justement, pour avoir une garantie SCHL? Pas dans le multilogement 6plex et plus. OK, parfait. Puis il y a quelqu'un qui pose, qui avait une question, je pense que c'est Alec Godreau, il disait est-ce que la location d'appartements, maisons, condos est en baisse au Québec en raison de la crise? Est-ce que sur le plan locatif, là c'est sûr ceux qui ont déjà un loyer, ils continuent à payer le loyer, mais pour les autres, est-ce qu'il y a une pression sur les prix ou pour le moment, on la voit pas encore. Tu sais, le Québec, c'est large, là. Moi, j'ai des immeubles au centre-ville de Montréal et j'en ai dans la Nodière à Joliette. J'en ai pas à louer présentement à Montréal, donc j'ai pas vu l'impact, là, mais à Joliette, on n'a pas d'impact, la demande, elle est toujours là. J'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire hier qui disait le crash du secteur locatif là, dans les questions. Je sais pas d'où il peut penser qu'il y a un crash dans le secteur locatif, là. Je pense que c'est plutôt le contraire. Les gens vont peut-être moins s'acheter une maison, ils vont être plus frileux, le taux de chômage augmente. Les gens vont peut-être attendre un peu plus avant de s'acheter une maison et tout. Ils vont rester plus longtemps en logement. Si je me positionne à Montréal, dans certains quartiers où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, où il y avait beaucoup de PVT, ce qu'on appelle français, là, programme vacances-travail, est-ce qu'il va en avoir autant en septembre? Je ne sais pas. Tu sais, c'est sûr que moi, je louais beaucoup à des Français qui arrivaient tu sais, dans le coin plateau, est de Ville-Marie, et on louait très, très cher nos logements. C'est sûr que si la demande baisse, on va peut-être réajuster un peu, mais pour le moment, je pense pas que c'est le cas, là. Qu'est-ce que tu penses des perspectives, justement, de tout ce qui est commercial? Tu sais, nous, chez Arbekin, on a décidé d'annuler notre bail puis de dire on va être une compagnie à distance. Tu sais, on est en informatique, tout le monde peut travailler de chez soi. Puis on n'est pas les seuls. J'ai vu des grosses compagnies comme de logiciels qui ont fait l'expérience pendant 2 mois de travailler à distance, puis ont dit hey, la productivité est la même ou elle a augmenté. Puis il y en a qui ont annoncé bon, on va fermer 50% de nos pieds carrés commerciaux. Puis des grosses entreprises comme OpenText en fait partie, mais il y en a d'autres. Donc, il semble qu'il y a plus d'entreprises qui disent on embrasse le télétravail. De l'autre côté, le secteur du détail, c'est encore pire que l'espace à bureau. Les faillites ont commencé, puis on en entend beaucoup, puis tout le monde a pris l'habitude, même les gens qui continuaient à aller en commerce, on les a forcés pendant 2 mois à acheter sur Amazon puis en ligne. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce secteur-là? Puis toi, t'en as quand même un peu du commercial? Sur les 98 unités, moi, j'ai 10 unités commerciales. On en a là-dedans qui sont solides. On loue à la SQDC, par exemple. On loue à une dame qui, elle a une friperie
elle sera pas impactée, là, ça va être le contraire. Là, les gens, plus que le taux de chômage, plus que les gens. J'ai des tailleurs. La majorité des ceux qu'on a sont pas menacés. Okay. Mais c'est sûr que nos locaux vacants, on a 3 locaux vacants présentement sur les 10. Le téléphone ne sonne pas vraiment. Là, mais c'était déjà comme ça avant. Là. Mais je pense qu'il faut se repositionner. Là, il faut faire du lobby politique et tout. Là, par exemple, les fois, les restrictions des villes imposent du commerce de détail au rez-de-chaussée sur certaines rues. Va peut-être falloir que les villes bougent un peu là, pour avoir une diversité. Par exemple, moi, là, j'ai quelqu'un qui veut louer un grand espace, le plus grand espace commercial que j'ai à louer pour faire des bureaux. Mais la ville ne le permet pas. Ils veulent que ce soit du commerce de détail. Mais tu sais, un commerce de détail en 2020 avec ce qui se passe pour 5000 pieds carrés à Joliette, va falloir que la ville bouge un peu pour m'aider aussi. Là. Mais nous, c'est ça. On veut convertir du détail en... Il y en a 2 là, qu'on est en train d'essayer de les convertir en logement. Il y en a un autre deux autres qu'on veut convertir en bureau. Est-ce que ça a changé tes perspectives? Est-ce que, mettons, avant la crise, tu avais vu une belle opportunité, espace à bureau, détail en bas, puis que là, ça a changé ta perspective ou ton focus a toujours été le résidentiel? C'est quoi le... J'étais beaucoup résidentiel jusqu'en 2017. On a acheté notre premier semi-commercial en 2017, puis là, presque tous les autres qu'on a achetés depuis 2017, on a acheté des semi-commerciales également. Mais on a vraiment payé écoute, je me positionne à Joliette, là, je suis pas au centre-ville de Montréal, là, mais les derniers qu'on a achetés, là, des beaux buildings, là, il y en a qu'on a payé le prix du terrain, là. Malgré que les buildings, il y en a un là, qui était tout rénové, là. Mais comme c'était vacant pour les espaces commerciaux, moi, j'ai pas payé le potentiel, j'ai payé la valeur actuelle et on payait pratiquement pour le prix du terrain. Fait que même si mon local reste vacant pendant 3 ans, j'ai pas payé un prix astronomique. Mon immeuble fait ses frais avec les locales vacants. Écoute, puis là, il faut juste travailler avec la ville, les urbanistes et tout ça pour redévelopper ça, en fait, là, ce qu'on est en train de faire. On a déjà eu le OK, là. Mais c'est ça, il faut penser plus loin que juste dire je vais louer à une boutique standard. Tu sais, moi, mettons, là, je lis beaucoup là, depuis 1 an sur ça. J'aimerais ça, par exemple, louer à une boulangerie, mais qui fera pas juste vendre du pain, qui va aussi avoir un autre aspect de je donne des cours sur comment faire du pain. Tu sais, il faut que le commerce de détail se réinvente là, pour avoir d'autres activités que juste vendre. Là, tu sais, avoir des cours en ligne, etc., pour se diversifier puis solidifier les entreprises de détail. Là. Mais c'est tout un défi. Là. J'aimerais pas avoir un centre commercial présentement. Là. Non, c'est ou clair. un strip commercial. Tu sais, moi, dans le semi-commercial, pour ceux qui comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, là, des fois, c'est pas tout le monde, c'est clair, mais ça veut dire que souvent, il y a des commerces au rez-de-chaussée et au 2e, 3e, 4e étage, c'est des logements locatifs. Ça vient nous rassurer là, de ce côté-là. Tu sais, on sait qu'on va avoir des revenus de nos logements, mais ça se peut que pendant quelques années, on n'ait rien au commerce en bas. Là. C'est quoi est-ce qu'il y a des opportunités par rapport à la crise? Parce que les taux d'intérêt sont bas d'un côté. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont peur par rapport à l'avenir. Est-ce que ça crée des belles occasions? Ou c'est quoi ton approche? Est-ce que c'est d'investir encore plus parce que le monde a peur ou c'est justement d'attendre un peu pour voir qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la stratégie? Ben, si je parle de ma stratégie à moi, nous, on vient de faire plusieurs acquisitions depuis 4 mois. Et coronavirus ou pas, on n'aurait pas vraiment acheté pour le reste de l'année parce qu'on a des gros travaux à faire. Il faut garder notre réserve financière pour faire ces travaux-là, le temps de refinancer dans quelques mois. Dans le locatif résidentiel, est-ce qu'il va y avoir des opportunités? Je pense pas que ça va changer grand-chose. Là. Il y a tellement d'aides gouvernementales qui aident les locataires présentement en termes de revenus que le taux de non-paiement vont pas avoir augmenté tant que ça. Là. Nous, tout le monde nous a payé. Là. Ceux qui nous ont pas payé, ça n'a même pas rapport avec le coronavirus. Là. C'est des cas de régie du logement de personnes qui sont sur l'aide sociale puis qui sont pas impactées par le coronavirus. Donc, dans le locatif résidentiel, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Peut-être que les petits plex, avec le taux de chômage qui augmente, il va peut-être avoir moins d'acheteurs à court terme et moyen terme. Mais c'est un marché là, dans les grands centres qui était tellement en feu là, que ça va peut-être faire du bien au marché. Dans le commercial, je suis certain qu'il va y avoir des opportunités. Là. C'est quelqu'un qui veut prendre un strip commercial ou un centre commercial ou des hôtels et reconvertir ça en d'autres choses.
Okay. Je pense qu'il va y avoir plus d'opportunités dans le commercial, là, parce que on l'a vu encore ce matin, je lisais, là, c'est des gens qui ont 50 boutiques dans des centres commerciaux puis qui sont incapables de payer leur loyer. Ben, il y en a combien comme ça au Québec pour la grandeur des centres commerciaux? C'est plus fatigant, là. Tu as parlé des petits plex, puis moi, mon expertise, c'est pas du tout l'immobilier, mais j'entends tout le temps dans les conversations, tout le monde veut acheter des duplex, puis j'ai regardé les prix juste pour le fun, puis ils ont l'air tellement chers, mais comme je suis pas un expert en immobilier, je vais te dire ma vision, puis tu me dis si j'ai raison, si je suis dans le champ complètement. J'ai l'impression que toute la classe moyenne veut acheter des duplex puis des triplex financés par la CHL, puis que en tant qu'investissement, c'est complètement surévalué, puis que les opportunités sont peut-être dans les 5 à 50 portes parce que les institutionnels sont pas intéressés par ce terrain-là, puis il y a pas tant de gens qui sont capables d'avoir les... Il y en a, là, mais je veux dire, il y a moins de... C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui achète un 10 portes d'un coup. Puis les opportunités seraient plus là pour un individu. Est-ce que je me trompe? Moi, c'est vraiment pas... C'est une réflexion qui est pas basée sur l'expérience, juste un peu d'observation en marchant. Ben, tu sais, je vais reprendre un commentaire que tu as dit. Est-ce qu'un petit plex, c'est rentable? Ça fait longtemps qu'un petit plex, si tu parles en termes de rentabilité, non, ça ne l'est pas vraiment. C'est pas, tu sais, même l'achat d'un petit plex se fait pas sur une base mathématique financière. Ça se fait sur combien les autres plex autour se sont vendus dans la dernière année. Okay. C'est comme acheter une maison ou un condo. Dans les 5 plex et plus, là, c'est plus un calcul de rentabilité mathématique. Mais dans les petits plex, dans les grands centres, là, si tu prends en Rosemont, sur le plateau, dans l'est de Ville-Marie, dans Hochelaga, la moitié de la valeur du plex, c'est la valeur du terrain. Là. Ouais. Les prix des terrains ont tellement augmenté. Ouais. Moi, j'en ai depuis 12 ans là, au centre-ville de Montréal. Quand je regarde la valeur de mes terrains en termes de pieds carrés, c'est la moitié de la valeur de mes blocs. Fait que il y a beaucoup de ça qui fait que les prix sont élevés aussi. C'est pas basé tant sur les revenus du duplex, par exemple. Ouais. Fait qu'à partir de combien de portes on commence à parler d'investissement sur le plan justement des revenus? Là, et non c'est davantage en termes de 6 logements. 5-6 logements et plus. Okay. Là, on fait ce qu'on appelle une valeur économique et tout ce calcul-là que les banques vont faire, là, qui est plus mathématique financière. Là. Puis j'ai quelqu'un dans le groupe Facebook dont je parlais tantôt, son nom c'est Habib, puis il me disait c'est quoi les moyens créatifs de se financer? Il dit pour quelqu'un qui aurait juste genre 10 000, 50 000 ou 100 000, puis qui veut faire un investissement, puis justement pas juste acheter quelque chose de trop cher. Est-ce qu'il y a des possibilités pour quelqu'un qui part avec un capital limité? Puis il y a tous ces formateurs-là partout qui disent il y a de la magie, puis je prends de l'argent de là, puis je le mets là, puis peux-tu me parler de ça? Est-ce que, à part aller à ta banque puis demander une hypothèque, y a-t-il d'autres... Ben, il y a plein de possibilités, mais c'est sûr que quand on commence, c'est plus difficile d'aller se négocier, dire le vendeur va me financer ma mise de fonds. Moi, je l'ai fait sur des plex. Okay. Je l'ai pas fait avec mon premier plex, tu sais, mais pour un débutant, ça serait peut-être de commencer avec un quadruplex propriétaire occupant. Déjà, il va être capable de mettre 10% de mise de fonds avec une assurance SCHL ou Genworth. Avoir une remise de la banque, donc il va peut-être payer un peu plus cher d'intérêt, mais la banque va faire un cashback pour l'aider à financer. Écoute, moi, j'ai utilisé à mes débuts, encore jusqu'à dernièrement, ce qu'on appelle le fameux love money. Donc, tu empruntes de l'argent à ta famille un peu pour, bon, officiellement, tu l'appelles un don, là. Oui. En tout cas, officiellement, tu l'appelles un don avec une lettre de don. Là, ce que tu fais à côté, c'est ton affaire. Moi, j'achète presque tous mes plex depuis 2011 en refinançant mes autres immeubles avec des marges de crédit hypothécaires, maintenant avec des marges corporatives. Je l'ai fait, nous, on a beaucoup de prêteurs privés. Ben, beaucoup, non, c'est pas vrai. En termes de milliers de dollars, on en a beaucoup, mais on a 2 prêteurs privés. Donc, on a peut-être, là, présentement, je pense qu'on a un prêt privé de 140 000 $ à des prêteurs privés. On a un prêt de 310 000 $ avec un autre prêteur privé. Ça coûte cher, des prêteurs privés. T'sais, on est autour de facilement, là, si c'est des prêteurs privés institutionnels, là, c'est du 15 à 18 %. Si on est capable de négocier ça à des prêteurs privés de connaissance, c'est du 10-11 %. Nous, j'en ai à des prêteurs privés. J'ai des balances de prix de vente. Donc, c'est des vendeurs qui m'ont... Moi, mettons la banque sur deux... J'ai un exemple de 2018. On a acheté 2 quadruplex de 2 vendeurs. C'est la même famille.
Et la banque me prêtait 80% du montant et les vendeurs m'ont prêté le 20%. OK. Tout ça était divulgué à la banque. Ça, c'est rare, c'est un cas exceptionnel, là. Normalement, les banques n'acceptent pas que 100% de la mise de fonds soit en balance de prix de vente. Ils peuvent accepter 50% de la mise de fonds. Nous, dans ce cas-ci, on avait démontré mathématiquement tous nos plans A, B, C, D. Ça avait fonctionné. Donc, on n'a pas mis d'argent de nos poches et on a acheté les 2 quadruplex. On a acheté, nous, en disant qu'on achetait cash. Ça, on fait ça de plus en plus, là. Dans les offres d'achat, on dit qu'on paye cash. C'est pas tout à fait vrai. Mais on s'assure d'avoir des marges de crédit à côté, soit corporatives ou des marges de crédit de quelqu'un de la famille. Okay. On fait la transaction comme ça, donc on paie comptant chez le notaire, même si ça vient de marge. Ouais. On fait certaines optimisations et on va refinancer avec une banque après. Écoute, il y en a plein des stratégies. Là, mais comment on trouve un banquier qui parce que bon, on peut marcher devant chez soi, puis là, il y a une succursale Desjardins TD, mais est-ce que l'individu est important? Comment on trouve quelqu'un, mettons qu'on veut devenir un investisseur immobilier, pas juste acheter une maison, comment on trouve son banquier, entre guillemets? Écoute, c'est une très bonne question que tu me demandes là. Je vais faire attention aux mots que j'utilise là, parce que des fois, j'utilise un mot un peu péjoratif. Mais quand on va, par exemple, au résidentiel, dans le département résidentiel des banques ou des caisses, les conseillères qui vont faire des hypothèques de maisons, condos et tout, sont pas nécessairement à l'aise avec des concepts de financement créatif. Tu sais. C'est épeurant, là. Puis, mais quand on arrive, par exemple, au département commercial, donc c'est pas nécessairement pour acheter un immeuble commercial. Moi, maintenant, je suis au département commercial pour tout ce que j'achète chez Desjardins. On a des directeurs de compte qui parlent mon langage, là. Okay. Ils sont à l'aise avec nos structures, avec nos montages, ils en ont vu d'autres, les balances de prix de vente et tout ça. Et l'individu fait la différence, là. Le directeur de compte avec qui on crée une relation, là, oui, ça fait une différence et oui, il est capable d'aller se battre là, avec le département du crédit pour faire passer des dossiers. Mais c'est ça, un débutant ne sera peut-être pas capable de faire beaucoup de financement créatif, tu sais. Mais quelqu'un qui commence à avoir de l'expérience, la banque, elle regarde aussi l'expérience de l'investisseur, elle regarde son actif net, elle regarde ce qu'elle a fait avec son parc immobilier, puis demander, ben oui, ils vont peut-être accepter que 100% de ta mise de fonds soit en balance de prix de vente. Mais peut-être pas pour ton premier quadruplex, tu sais. OK. Puis, est-ce que tu penses que cette crise-là, tu sais, qui affecte présentement, bon, on a parlé le détail, même l'espace à bureau, est-ce que tu penses que ça va changer de manière permanente le marché? Parce qu'on parlait plus à court terme, tu dis, ben pour l'instant, j'ai des projets d'amélioration locative, mais est-ce que tu penses que ça va changer le marché? Puis, est-ce que tu penses que ça va changer ta perspective, mettons, dans les 5 prochaines années en tant qu'investisseur immobilier? Je pense pas que ça va changer ma perspective, non. Okay. Je pense que ce qui vient de se passer dans le commercial, ça serait arrivé d'ici 10 ans. Là, on vient juste d'avoir un méchant coup d'accélérateur. Tu sais, les petits commerces qui s'étaient pas adaptés avec de la vente en ligne, qui continuaient à vendre des souliers comme dans les années 80. Peut-être qu'ils arrivaient parce qu'ils étaient propriétaires de leur building avec des petits... Moi, c'est ce que j'achète, hein, généralement. J'achète des buildings où il y a eu des gens qui ont exploité des commerces pendant 40 ans et qui ferment leur commerce pour prendre leur retraite. Ils vendent le building. Mais ils réussissaient à maintenir en vie leur commerce de détail parce qu'ils payent pas de loyer ou un loyer très, très faible. Ceux qui ont des vrais loyers à payer puis qui ont le modèle d'affaires qui est plus adapté à 2020, là, ils vont souffrir. Donc, c'est sûr que les propriétaires immobiliers doivent faire très attention aux actifs qu'ils vont acheter parce que si j'achète juste des commerces de détail standards, traditionnels qui se sont pas adaptés, je risque de souffrir un peu, là. Puis, est-ce que tu investis seul ou tu as des partenaires d'affaires dans des projets? Puis, comment tu structures ça? Est-ce que c'est en ton nom, c'est avec des compagnies limited partnership ou peu importe? Là? Je pense que c'est moi, j'ai commencé toute seule, les 2 premiers, donc j'ai 11 logements à moi toute seule. Puis, depuis 2012, j'achète tous mes immeubles avec mon chum, en fait, avec mon conjoint Philippe. Donc, on a une compagnie ensemble là, depuis... On n'était pas incorporés, c'était à nos noms individuels. Puis, depuis... 2017, on est rendu incorporé et on est en train de migrer. Là, une fois par année, on prend un immeuble et on le glisse, on le roule, qu'on appelle. Là. On fait un roulement d'actifs dans notre compagnie. On en fait un encore dans 2 semaines. Donc, on a notre compagnie Immeuble Força. Et tout ce qui est semi-commercial ou 3 des 4 semi-commerciales qu'on a depuis 2 ans, on les a achetés avec un autre associé, donc avec une autre entreprise.
Et on a créé ensemble une SENC, une société en nom commun, là. Ouais. Donc, les deux compagnies sont actionnaires à 50-50 de ça. Donc, au lieu de créer une nouvelle Inc., on a créé une SENC. OK. Puis, est-ce que chaque immeuble a sa propre corporation ou il y a Non. OK. Parce que j'avais lu, puis là, je sais pas si c'est légal, là, mais que un des moyens d'éviter les taxes de bienvenue, c'était d'avoir comme une corporation par immeuble, puis là, ça changeait d'actionnaire, puis... Ouais, il faut faire attention avec ça. Là. Nous, on est en train d'en faire un comme ça, mais c'est sûr que là, ça devient une vente d'actions. Oui. Mais il y a certaines règles que je suis pas fiscaliste, mais tu peux pas dire je prends mon immeuble aujourd'hui, je le mets dans une compagnie et je le vends pour que mon acheteur ne paie pas la taxe de bienvenue. Je pense qu'il faut que l'immeuble soit là depuis, est-ce que c'est 2 ans ou quelque chose comme ça? Okay. Mais effectivement, c'est possible de faire un achat d'actions dans certains cas et de ne pas payer de taxe de bienvenue parce que ce n'est pas une vente immobilière, c'est un achat d'actifs. Puis, comment tu trouves un partenaire? Parce que c'est un peu un monde, je pense que c'est moins réglementé que tout ce qui est marché financier. Puis surtout quand, mettons, comme moi, tu sais, qui connais rien à l'immobilier, j'aurais peur, comme ça se peut pas, de faire un deal avec quelqu'un. Tu sais, même si il a l'air gentil, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Comment tu choisis un partenaire à l'affaire en immobilier? Écoute, il y a tellement de réseaux. Là. Moi, je vais beaucoup au Club d'investisseurs immobiliers du Québec, donc c'est devenu un groupe d'amis, on les connaît, on voit ce qu'ils font dans les groupes Facebook et tout. Une année, on voit les affinités. Il y a tellement d'événements qu'on finit par développer des affinités avec certaines personnes. Faut être complémentaire, c'est comme dans toutes les associations, hein, être complémentaire. C'est quoi la plus-value de chacun? C'est quoi, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on a la même vision? Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Puis, mais je pense qu'il faut vraiment bien connaître la personne et pas juste dire je mets 200 000 $, mais je connais pas vraiment ce qu'il va faire. Puis, faut vraiment développer une relation humaine. Moi, là, on a un partenaire là, depuis 2 ans, mais ça fait peut-être 5-6 ans que je lui parlais souvent, on a fait des coachings ensemble, je voyais ce qu'il faisait, il voyait ce que je faisais, puis on s'est associés ensemble une année. On regardait le même immeuble au même moment sans parler. Là. Et finalement, le deal s'est fait grâce à cette association-là. Là. Puis, l'autre question, c'est qu'on regarde, puis je suis sûr que, en plus, un job principal de consultant, puis tu te plein de portes, 98, tu me disais, tu dois travailler. C'est quoi tes semaines? Non, moi, je travaille pas tant que ça dans le parc immobilier. C'est Philippe, mon associé conjoint, était au gouvernement du Québec avant avec un très bon emploi. Et quand on a adopté notre premier enfant en 2016, il est pas retourné au gouvernement après 2017. Donc, il gère à temps plein la compagnie. C'est lui qui reçoit tous les appels. Moi, mon téléphone ne sonne jamais ou très rarement. Donc, moi, je suis plus côté acquisition, financement, développement. Lui est vraiment côté opérationnel, mais j'avoue que ça prend beaucoup de son temps. Là. Et là, tu vois, juste avant que la crise frappe, on venait de se louer des locaux, nous, au mois de février, pour recruter une adjointe. Là. On voulait recruter une adjointe à temps plein pour prendre les appels quotidiens, là, parce ça prend trop de temps. Là. On veut se focusser, nous, à créer de la valeur dans notre parc immobilier, à faire des travaux, à faire les refinancements. On veut pas gérer là, les appels de plombiers. Là, ça, c'est plus là qu'on est. Là. Mais oui, ça prend du temps. Là. Est-ce qu'il y a un moment où tu es obligé d'engager un plombier à temps plein ou des trucs comme ça, ou pour l'instant, c'est tout des travailleurs autonomes non, pour le moment, nous, c'est tous des travailleurs autonomes, mais on est sur le point d'embaucher, en tout cas, on est en discussion. Là, pour le moment, on a 2 travailleurs autonomes à temps partiel qui travaillent pour nous à faire de l'entretien. On est sur le point de probablement les mettre sur un payroll. Là. En tout cas, il y a des technicalités là, autour de ça, là, en immobilier. Si tu as des concierges, tu es légal, mais s'ils sont pas concierges, il faut qu'ils soient RBQ, CCQ, machin truc. Donc, on va probablement les mettre sur le payroll. Mais je te le dis, le dépasser 80, 100 portes, tu peux plus. Ça fait longtemps, nous, qu'on peut plus faire ça. Je peux plus aller peinturer un appartement. Là. Ouais, non, c'est clair. Ça fait 3 ans que nous, on fait plus ça parce qu'on est plus capable de faire ça. Là. On gère le côté business, administration, croissance, achat. Mais la rénovation et tout ça, on n'est plus capable de le faire. Là. Puis pourquoi tu as décidé de faire l'investissement direct par rapport à ce que tu peux investir directement? Puis c'est sûr,
mais tu peux aussi acheter des REITs en anglais, là, je pense que c'est des fonds de placement immobilier, qui sont des sociétés qui font justement de l'investissement immobilier, qui distribuent la plupart des bénéfices là, aux actionnaires. Est-ce que tu as comparé les deux? Est-ce que tu investis dans des REITs personnellement? Non. C'est quoi ton opinion par rapport aux deux options? Hein? Ben, premièrement, je suis un passionné d'immobilier, puis c'est arrivé par accident, hein. Moi, j'étais en environnement, puis en agronomie, puis en gestion de projet. J'étais pas du tout J'étais arrivé par accident, mais je me suis mis à triper après mon premier quadruplex, puis je me suis mis à vraiment aimer ça. Okay. Faire de l'immobilier pour vrai, là. Je veux pas juste avoir un rendement passif qu'on appelle l'immobilier comme je le fais, c'est pas du tout passif, là. Même si on le donnerait en gestion à quelqu'un qui le ferait pour nous, la gestion, il faut quand même gérer le gestionnaire, il faut quand même établir nos procédures, c'est pas si simple que ça. Mais c'est ça dépend du temps de chacun. Tu sais, un médecin qui travaille 80 heures semaine, peut-être qu'il va vouloir être dans un REIT ou être un investisseur passif avec un investisseur actif. Tu sais, quelqu'un qui vont faire un joint venture puis qui vont être ensemble, ça peut fonctionner. Mais de là à gérer ton quotidien avec une grosse job, mettons, de médecin ou de dentiste, c'est pas sûr, là. Okay. Est-ce que tu vas avoir juste un revenu qui va diversifier tes placements à la bourse? Peut-être. Nous, on est allé all-in. T'sais, on est vraiment tout en immobilier. Écoute, on a même, y en a qui capoteraient, là, mais tu vas peut-être capoter, mais nous, il y a 2 ans, on a même retiré tous nos REER, là. OK. T'sais, on est bon dans ce qu'on fait, là. Écoute, moi, je mets 100 000 dans un building, je vais créer plein de valeur, puis dans 1 an, 2 ans, je vais retrouver mon 100 000 à moi, puis j'ai toujours mon building avec mes refinancements. Je crée beaucoup plus de valeur moi-même que si j'étais, je pense, à la bourse et tout ça. Okay. Fait que comment? C'est super, tu sais, c'est 100% en immobilier. Est-ce que, bon, en termes de secteur, t'es pas très diversifié, mais en immobilier, comment tu diversifies? Est-ce que ça a du sens de diversifier par ville, donc différentes villes ou différents types d'actifs? Comment tu diversifies un portefeuille? Ben, il y a plein de façons de se diversifier. De un, moi, j'en ai dans Ville-Marie à Montréal et à Joliette. Ville-Marie, les valeurs, c'est incroyable, là, ça arrête pas de monter. Les loyers arrêtent pas de monter. Je pense que c'est une valeur sûre. À Joliette, mais en temps de crise, où est-ce que mes loyers peuvent baisser davantage? C'est pas à Joliette où j'ai un 4,5 à 600 $. C'est peut-être mon 4,5 à 1400 $ dans Ville-Marie, tu sais. Donc, à Joliette, j'ai 80 logements avec des loyers qui sont au marché, mais qui sont entre 400 et 650 $. C'est du bas de gamme à moyen de gamme, là. Donc, je suis pas à risque de ce côté-là. Il y en a qui vont se diversifier en ayant de l'usager et du neuf. Nous, on a aussi une diversification en termes de type de logement. On a des petits studios de 200 pieds carrés jusqu'aux immenses penthouses de 8,5, là. Avec des locaux commerciaux, avec des locaux commerciaux à la SQDC, avec des plus petits, mettons, pour un tailleur. Il y a moyen de diversifier aussi son offre, là. Moi, écoute, mes studios, mes 2,5, mes 3,5, mes 4,5 à Joliette, je vais tout le temps les louer, là. Je vois pas comment je peux avoir 20% de taux de vacances, là. Tu sais, c'est qui les occupe? C'est des retraités, il y a des gens sur l'aide sociale, j'ai plein de travailleurs également, mais quand la crise du corona est arrivée, là, j'ai pris la liste de toutes mes 98 et on a établi qu'on en avait 25 qui étaient à risque de perdre leur travail. OK. Ça s'est produit, effectivement, mais les aides gouvernementales sont arrivées rapidement, donc tout le monde a été capable de payer. Mais ça dit que sur 98, il y en avait le 3/4 qui n'était pas à risque là, en termes financiers. Si j'étais 100% Airbnb, là, c'est un autre cas. Là. Mais donc, je pense qu'il faut diversifier ces types de locations également. Là. Est-ce que tu fais du Airbnb? Puis l'autre chose qui est intéressante avec Airbnb, c'est que, tu sais, surtout à Montréal, je pense pas qu'à Joliette, il y a beaucoup de logements Airbnb, mais que ce soit les propriétaires ou les locataires qui utilisent Airbnb, il y a des gens qui disent, ben là, dans la mesure où le monde ne voyage plus, Airbnb a mis 25% de ses employés dehors, il va y avoir trop d'appartements à Montréal. Est-ce que tu penses que justement, tu me parlais qu'il y a plus de risques à Ville-Marie sur la baisse des loyers? Penses-tu que ça pourrait se produire avec qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, je pense que ça va peut-être faire du bien au marché locatif c'était juste fou, là. En février, c'était juste fou, là. À quel point c'était facile de louer des logements en augmentant de beaucoup les prix, là. J'ai même fait une vidéo à RAD, là, sur ça, là, j'ai apparu là-dedans, là.
avec un exemple qu'on venait de rénover, je veux dire, il était dans les prix pour un 4,5 rénové, mais c'est sûr que s'il s'en retrouve 6 000 sur le marché demain matin, en même temps, en location, est-ce que ça peut affecter les prix? Peut-être. Peut-être, mais j'ai pas encore vu la preuve de ça, mais écoute, la microéconomie, c'est la microéconomie, donc je pense que ça peut avoir un impact. Puis, Steve, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis, en terminant, ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut se lancer en immobilier? C'est quoi puis je suis sûr que tu as appris des choses durant ton parcours. Si tu pouvais te donner un conseil à toi quand tu avais, je sais pas, là, tes 4-5 premières portes, qui te serait utile, ça serait quoi? Écoute, c'est un conseil puis une erreur fréquente que les gens font. Oui. Ils vont acheter un immeuble parce qu'ils pensent avoir trouvé un deal à Joliette, puis c'est quelqu'un qui vient de Montréal, puis qui regarde les chiffres, mais qui ne connaît pas le secteur. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à connaître un secteur dans lequel on veut investir, le connaître comme le fond de sa poche, connaître tous les chiffres, tous les potentiels de loyer, toutes les ventes qui se sont faites et devenir un expert de son secteur parce que c'est vraiment le cœur de l'immobilier, c'est avoir des bonnes localisations et pas aller se disperser dans des villes qu'on connaît pas. C'est une erreur fréquente. Cool. Ben écoute, merci beaucoup, Steve. C'est super apprécié. Ben, au plaisir, Julien. Merci. Là.